Chers amis, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre très intéressante, j'en suis convaincu. Vous partagez, vous commentez et on attend de voir de quelle manière, et on lit toujours tous vos commentaires, on attend de voir comment est-ce que vous appréhendez cette émission et qu'est-ce que vous en retirez. Gilles Delieuse s'installe sur les canapés. Salut Gilles. Salut Marc. Je suis ravi de vous accueillir parce que vraiment, j'avais très envie, je vous suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux et j'essaie de comprendre. Vous pouvez comprendre qu'on essaie de comprendre quand on écoute votre discours? Oui, parce que je pense que ça parle pas forcément à la tête, je parle souvent de raisonnement et de résonance, et je crois qu'il faut d'abord se mettre à vibrer quelque chose pour pouvoir l'intellectualiser ensuite, donc je comprends tout à fait. C'est pas simple, hein. Il faut réécouter 2, 3 fois les passages. Alors donc, comme on revient un petit peu en avant, on se dit attends, qu'est-ce qu'il a dit là? Mais voilà, bon. Alors que c'est plein de bon sens ce que vous dites et c'est toujours très intéressant. Accélérateur de particules, mentor, enseignant évidemment, développement personnel, on parle de spiritualité incarnée, on parle de leadership, on parle également de l'actualité de Gilles Delieuse et surtout, vous savez que dans les rencontres, on aime parler des parcours de vie. Ce qui vous amène aujourd'hui. Alors vous l'avez répété 53 fois, mais j'ai d'autres questions Parfait. à poser aussi parce que quand on parle d'éveil de conscience ou d'éveil spirituel, Mhm. on a besoin quand même d'y raconter une histoire derrière. Et je crois savoir pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le mot éveil spirituel? Oui, je trouve que c'est un mot qui est assez galvaudé, c'est un mot aussi qui ferait penser qu'on est arrivé. Euh, je préfère penser que finalement on est en éveil et que le but peut-être d'une vie c'est de demeurer en éveil, c'est-à-dire de pouvoir conjuguer cet état de conscience le plus souvent possible et se rappeler à cet état, à cette essence, plutôt que de se dire voilà c'est acté, c'est acquis, c'est là une bonne fois pour toutes et ça nous donnerait une Ouais. forme de statut. Ouais, ça nécessite en tout cas un travail continu, le travail d'une vie. Exactement, ouais, c'est une qualité de conscience plus exactement avec laquelle on ondule et on n'y est jamais totalement. Parfois on est un peu en dessous, parfois un peu au-dessus et c'est voilà, arriver à danser avec. Bah alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que enfin, ceux qui parlent en général d'éveil spirituel, ils parlent de l'instant T qui leur a fait prendre conscience qu'il Mm. y avait cet éveil spirituel. C'est peut-être pour ça qu'on parle de cette manière-là. Oui, parce que je pense qu'on confond les déclencheurs finalement qui Ouais. sont les circonstances, le factuel, mais qui ne sont que des paramètres autour duquel on se donne à prendre conscience de cet état qui est nôtre. Hmm. Alors, vous avez vu que Gilles est en jaune, sur des coussins jaunes et verts. Attends, c'est bien, on est raccord. Donc, Ton sur ton. ton sur ton. Alors, on va parler évidemment de votre parcours, Gilles, parce que c'est évidemment très intéressant. Et je me demandais quel est le titre aujourd'hui que vous vous octroyez. Quand on vous demande quelle est votre profession, vous dites quoi? Alors ça a été une grande question parce que les étiquettes, j'ai plutôt tendance à les fuir. Euh, Aujourd'hui, le terme de mentor me parle beaucoup parce que justement, il n'y a pas forcément de transmission de savoir, mais plutôt un accompagnement à la révélation intérieure pour la personne de ce qui est là, en ayant le moins de projection possible sur là où elle devrait aller, ce que je penserais qu'elle doit contacter, mais plutôt lui permettre d'être dans sa propre autodétermination, en l'aidant finalement à se libérer de ses propres voiles ou de ses propres conditionnements. Alors, mentor, vous savez que ça a aussi une connotation un peu parfois présomptueuse, Mhm. et parfois on pourrait se dire, oh là là, pour un mec spirituel, il est quand même dans l'ego de se Mhm. dire mentor. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un terme qui m'a beaucoup questionné avant finalement qu'il se dépose à l'intérieur de moi. Et finalement, à la fois d'accepter que ça puisse générer cela à l'extérieur, et puis à la fois aussi d'accueillir que pour moi, le mentor, c'est justement celui qui donne le pouvoir plutôt que ce qu'il ne le prend. Je parlais de transmission de savoir, c'est justement, j'ai été enseignant pendant longtemps, et aujourd'hui, je suis plus forcément en train de donner des guidances ou de faire marcher une voie précise, mais au contraire, effectivement, d'être dans l'autodétermination. Et à mon sens, c'est ça, le mentor, c'est celui qui révèle la maîtrise chez l'autre, plutôt que de cultiver sa propre maîtrise dans le chemin des autres. Parcours de vie de Gilles Delieuse, pour ceux qui auraient hiberné et qui n'auraient pas vu sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes assez présent quand même, Je suis actif. sur les réseaux sociaux, c'est important. Euh, et vous dites cette phrase, avant de vraiment plonger dans votre histoire, vous dites, je n'ai pas l'idée de ce que je suis, mais je suis libre de me vivre. Mm. Vous n'avez pas l'idée de ce que vous êtes? Je crois que comme tout le monde, il y a des moments où je me laisse rattraper par le personnage et par l'histoire que je me raconte. Mais ma responsabilité et ce que j'essaie de convoquer à chaque instant, c'est justement de me libérer de mes propres enfermements. C'est-à-dire, à chaque fois que je crois être quelque chose, j'essaie d'aller décoller cette étiquette pour réouvrir le champ à tout ce que je suis et que je n'aurais pas encore reconnu. Donc effectivement, c'est se dire que tout est perception et que la perception n'est pas forcément la réalité ou une vérité absolue. Et c'est au moins remettre en doute, remettre en cause, se remettre entre parenthèses
pour pouvoir réouvrir le champ à tout ce qu'on est. Mais souvent, ceux qui sont dans ce développement personnel disent c'est OK, j'ai le droit de penser comme ça, j'ai le droit de vivre de cette manière-là, j'ai le droit de ressentir ça et c'est OK. Bien sûr qu'on a le droit. Simplement, je crois qu'on fait souvent un amalgame entre la connaissance de soi et le savoir de soi. Et bien souvent, c'est le contrôle, les peurs aussi qui nous poussent à nous identifier à plein de données, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient soi-disant porteuses. Et finalement, on se met dans une case. Et je crois que finalement, le but aussi d'une existence, c'est d'accepter de sortir de la case, ou alors au moins de voir quand on s'y met, et de savoir que c'est une histoire qu'on se raconte. Et déjà, simplement de voir ça, sans forcément faire que cela change, mais avoir cette conscience-là. Bon. Les cases, vous y étiez prédestiné quand même dans ces cases au départ, dans votre première partie de vie. Je crois que j'ai voulu y rentrer. Vous avez voulu en plus y rentrer. Ouais, ouais. Et dans quelque chose d'assez rigoureux, strict, assez carré, qui est le droit. Oui, tout à fait. Je pense que c'était là aussi pour contrebalancer toutes les perceptions qui étaient déjà présentes. Et puis peut-être la difficulté à les apprivoiser. Donc ça faisait un pendant, une forme de balance entre un côté dans les mondes subtils et invisibles, et puis d'un autre côté le besoin de rigueur, de rectitude et d'ordre pour trouver une consistance aussi et pour trouver un équilibre. Et peut-être aussi un cheminement avec l'histoire personnelle que je me racontais, qui était aussi celui de retrouver une forme de justice des hommes. Et c'est ce que vous cherchez, c'est votre quête aujourd'hui, ça? Une forme de justice des hommes? Non, je crois qu'aujourd'hui, je raisonne beaucoup plus à la justesse plus qu'à la justice finalement. Et accueillir, changer de regard pour trouver toujours le point de justesse, y compris dans ce qu'on aurait préféré ne pas vivre. C'est là où parfois il faudrait pouvoir rembobiner ce que vient de dire Gilles pour comprendre la phrase qu'il vient d'évoquer. C'est ça qui est fantastique parce que c'est un vrai travail ça, hein, que d'analyser ce que vous dites et en tout cas avoir le recul nécessaire. On ne peut pas regarder ça en... J'ai parfois le sentiment qu'on ne peut pas cuisiner en même temps qu'on vous écoute. On doit être focus sur ce que vous décrivez, racontez, ressentez et essayez de transmettre. Je crois en tout cas que ça parle à une autre partie de l'être. Et peut-être qu'on peut cuisiner en même temps ou qu'on peut faire autre chose. Et que le mental peut être focus sur une autre donnée. Et peut-être qu'à ce moment-là, il ne fait plus obstacle aussi à ce qui va venir directement résonner à l'intérieur. Mais c'est sûr que ça demande de ne pas être dans la recherche unique de compréhension ou d'analyse, mais vraiment d'accepter de faire l'expérience intérieure. Bon, cet éveil spirituel dont on va y revenir, mais évidemment avec ces maîtres dauphins et toutes ces choses incroyables que vous racontez depuis tant d'années. Mais ce petit Gilles qui a effectivement ses perceptions dès tout petit, moi je suis fasciné par ça. Vous le prenez comment à l'époque? Vous le prenez comme un fardeau ou comme une chance extraordinaire avec une faculté que d'autres n'ont pas et pour laquelle vous êtes vraiment conscient que les autres ne l'ont pas justement? Un peu des deux finalement. À la fois, moi, je pensais vraiment que tout le monde vivait ça, que c'était l'état naturel de la configuration d'usine. Je reste convaincu d'ailleurs que c'est notre configuration d'usine. Ouais. C'est drôle ça, c'est bien dit. Et je pense vraiment que c'est notre configuration d'usine, mais que certaines personnes le mettent en sommeil pour X raisons, et c'est parfois des choix d'âme aussi. Mais donc moi, quand j'arrive, je pense que tout le monde fonctionne pareil. Dans un second temps, je me rends compte que ce n'est pas le cas, et à la fois, effectivement, je suis passionné, je trouve que c'est une grâce inouïe, une bénédiction de vivre ça. Totalement. Et tout à la fois, je me rends compte que je ne le maîtrise pas, que parfois ça me phagocyte, que ça me fait peur. Donc en fait, il y a vraiment les deux aspects. Il y a des moments où pour moi c'est une malédiction et puis des moments où c'est une vraie bénédiction. Et ça se traduit comment? Vous percevez, vous entendez, vous avez quoi? Des amis imaginaires, enfin qu'on considère de l'autre côté comme des amis imaginaires alors que ce sont de véritables entités? Comment ça Oui, ça a pris beaucoup de formes différentes. C'est pouvoir raconter des éléments très concrets qui relèvent d'avant ma naissance, de parler d'ancêtres que je n'ai pas connus et dont je n'avais jamais entendu parler, en donnant par exemple les vrais prénoms de baptême alors qu'ils étaient appelés différemment et que je n'en avais aucune connaissance. C'est également la présence d'êtres subtils, que ce soit des défunts ou que ce soit d'autres formes de conscience. C'est également simplement plonger dans le regard de quelqu'un et puis pouvoir lui raconter son histoire ou ce qui peut possiblement se passer. Encore maintenant? Alors ça m'arrive, mais finalement beaucoup moins qu'auparavant. Ok. Donc le fait de plonger dans le regard de l'autre et de pouvoir analyser la situation et de ne me regardez pas comme ça. Et de se dire, lui, il a quand même deux, trois névroses. Non mais encore aujourd'hui, vous pouvez faire ça? Alors, c'est pas une question de capacité ou d'incapacité, mais je dirais que finalement, mon chemin, il a été aussi de déconstruire cette stimulation inconsciente parce que j'avais l'impression d'être phagocyté et que je me branchais sans m'en rendre compte qu'on se branchait à moi et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une part de moi souterraine qui était émissive là-dedans. Et donc, ça a été tout un cheminement d'accepter de mettre un interrupteur, un on-off et d'accepter de vivre ma vie aussi lambda
Et à la fois aussi de choisir les états de conscience et les fréquences auxquelles je me branchais, à quel moment et dans quel cadre. Ouais. C'est toujours intéressant, parce que là, vous êtes petit quand vous parlez, effectivement, hein, de 6-7 ans, avec ces perceptions, même avant. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que moi, je suis papa aussi, et quand je vois qu'il y a une petite de 6 ans qui joue, qui dit, allez, viens, on va jouer, alors qu'elle joue toute seule, en tout cas, visiblement, tout à fait. sur ce plan terrestre, elle joue seule. Et on peut parfois être un peu dérouté par rapport à ça, et de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire? La laisser jouer comme ça, lui dire, alors moi, je l'ai questionné, et je lui dis, mais à qui tu parles? Et elle me dit, mais regarde, elle est là. C'est fascinant. Et c'est mes copines. C'est mes copines. Et donc, elle saute sur le canapé, elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire, mais elle le fait. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent face à une situation avec des enfants comme ça? Je crois qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse parce que c'est à chaque fois individualisé, ça dépend des cas, ça dépend aussi des ressorts de pourquoi je stimule cela ou pourquoi je le rends possible, pourquoi je le permets. Et aussi de comment l'enfant le vit, parce qu'il y a des enfants qui vont être effectivement dans le jeu, avec des présences, qu'elles soient imaginaires ou invisibles. Et puis, il y a des enfants qui vont avoir des angoisses, qui vont avoir des terreurs nocturnes liées justement à ces présences. Et donc là, c'est déjà deux cas de figure qui sont complètement différents. Et si ça permet à l'enfant de se construire, à mon sens, c'est totalement OK et c'est à valider sans le stimuler parce qu'on voit aussi énormément de parents qui eux-mêmes sont dans une recherche spirituelle et qui projettent sur l'enfant qu'il serait un indigo, un enfant hyper conscient. Exactement. Voilà, ouais. Et donc, du coup, l'enfant n'est pas libre de sa propre construction, mais il devient l'objet du parent dans sa quête spirituelle. Donc, c'est important, effectivement, de ne pas transposer et de laisser l'enfant libre d'être lui au rendez-vous avec ses propres défis. Est-ce que vos proches vous ont laissé libre face à vos propres défis ? Alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'effectivement mes parents et ma famille de manière générale n'étaient pas du tout ouverts à la spiritualité. Ils se sont dit waouh, qu'est-ce que c'est? Il y avait même d'ailleurs le spectre de la peur de la folie dans ma famille plus que une recherche spirituelle. Parce que tout simplement j'avais un oncle qui était schizophrène et que j'ai visité longtemps un hôpital psychiatrique. Et donc moi-même, la peur de la folie, elle était quand même là. Et je me disais waouh, c'est chaud. Si je franchis une certaine limite, je peux moi aussi peut-être me perdre totalement. Donc j'étais sans cesse en train de réfréner à l'intérieur. Et c'est certainement aussi ce chemin qui m'a fait aller vers le droit et une sorte d'ordre. Mais du coup, oui, ils m'ont quand même laissé libre parce qu'ils se sont dit, ça nous échappe, mais il y avait des éléments qui étaient tellement marquants pour eux aussi, des preuves que j'ai données et qui ont permis de dire, ah ben non, c'est pas de l'imagination, etc. Qu'ils m'ont laissé faire mon chemin. Donc très tôt, à partir de 8-9 ans, j'ai demandé des livres et puis à faire des cours de numérologie, d'astrologie, de pas mal de choses. Et puis ma mère m'a suivi pour pas que je me fasse embrigader, juste pour être là un peu en chaperonne. Et puis finalement, ça l'a ouvert aussi. Alors, parfois, on pourrait effectivement, pour des gens qui n'ont pas nécessairement cette ouverture spirituelle, quand vous parlez de la schizophrénie et de ces ressentis, de cet autre plan, de cette autre dimension, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués schizophrènes, alors qu'en fait, ils sont simplement spirituels plus? Je dirais que, alors je ne l'opposerai pas en disant soit ils le sont, soit ils ne le sont pas, mais peut-être pourrait-on simplement considérer que certaines maladies mentales sont aussi le fruit d'un dérèglement ou d'une mauvaise gestion vibratoire des plans, de l'énergie et des plans de conscience. Ce qui ne veut pas dire que la réponse serait uniquement vibratoire, l'accompagnement psychologique, psychiatrique, etc. a sa raison d'être, mais de la même manière que je crois que énormément de médiums, de canals, de personnes qui sont dans une perception spirituelle sont aussi des personnes qui sont parties d'un trauma et d'une dissociation. Et autour de cette dissociation, ils ont trouvé refuge dans d'autres aspects de l'être moins incarnés, ce qui leur a permis de développer ces facultés. Et je crois qu'avec le recul, moi qui pensais être né avec ces dons, finalement, avec le recul, je me dis, finalement, c'est la seule façon que j'avais trouvé de vivre en naissant. Et après, il y a une forme de résilience et de retour sur soi qui se dit, c'est OK, et peut-être que le chemin, c'est aussi d'accepter de revenir ici et de réintégrer ses parts. Simplement, peut-être qu'effectivement, des personnes qui vivent des dissociations traumatiques, peut-être à un niveau supérieur, se retrouvent coincées, entre guillemets, dans des dissociations identitaires beaucoup plus fortes. Est-ce qu'il faudrait... j'allais dire analyser, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il faudrait faire un travail auprès de ces personnes pour effectivement valider ou invalider ces informations-là dont vous parlez? Je crois que c'est des portes différentes, mais finalement, tous les chemins mènent à Rome. Donc, quel que soit le chemin qu'on prend, le travail se fait parce que ce soit par la voie de la psychiatrie, que ce soit par la voie de la psychologie ou que ce soit par la voie de l'énergétique ou de la spiritualité. Tous ces moyens ne sont que des vecteurs et c'est surtout la conscience qu'on va y mettre. Et je crois que dans tout accompagnant, que ce soit dans la médecine ou que ce soit dans d'autres courants, on va retrouver des personnes humanistes qui vont arriver à voir
la beauté, la pureté d'un être et la possibilité de le ramener à son espace d'équilibre. Donc, je crois qu'il n'y a pas une voie à privilégier, c'est surtout l'intention, la conscience et la présence avec laquelle on le fait. Bon. Euh, on a parlé donc effectivement de cette enfance, l'adolescence, ça va? Ça va à peu près. Pas, est-ce que vous sentez comment dirais-je, des perceptions encore accentuées, quelque chose qui se Ouais. développe un peu plus, ou est-ce que vous fermez le robinet? Non, je ferme pas encore le robinet. Effectivement, alors, je suis un adolescent très sociable, très entouré, et à la fois, je suis souvent rattrapé dans quelque chose qui à la fois me galvanise aussi parce que je suis la personne qui donne des conseils, je suis la personne qui trouve des vocations, je suis la personne qui est aussi le confident, qui trouve des solutions qui précèdent aussi les besoins et les désirs. Donc, je me construis un peu dans une position de pilier et de sauveur. Et donc, du coup, j'utilise aussi ces Ouais, talents et qui ces vous ressorts convient. qui me convient, Ouais, effectivement, ouais. à certains égards, en tout cas. En tout cas, j'ai la sensation de m'y retrouver. Hmm. Même si après, ça demande de déconstruire d'autres choses un peu plus tard. Et la seule chose, c'est que parfois, je me dis, je suis dépassé, encore une fois, à certains moments, quand je suis un peu désinhibé. Par exemple, quand, jeune adulte, je suis en soirée, que je bois 2 verres de vin, hop, ben, il n'y a plus de filtre. Et quand un message me traverse, il me traverse et je ne peux rien retenir. Donc, et c'est vrai que ça crée ensuite de la culpabilité, etc. Et c'est ce qui m'a poussé à pouvoir apprendre à poser un cadre Ouais. et à mettre cet interrupteur. Ouais. C'est ça aussi qui est intéressant chez vous, c'est que vous désacralisez un petit peu cette dimension spirituelle que certains parfois ont et qui, dans une posture, Mm. qui est voilà, le sachant, celui qui effectivement capte. Non, moi je trouve que vous êtes un être spirituel 2.0. Vous avez un petit côté rock'n'roll Mm. qui désacralise ce côté qui parfois est un peu flippant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont peur Mm. de ça. Mais vous êtes quelqu'un de parfaitement normal, dans A l'absolu. priori, A priori. Hein, je cache bien mon jeu. bon. On aurait pu imaginer aussi que votre construction au travers des perceptions que vous avez jusqu'à votre vie de jeune homme aurait pu vous conditionner en disant ben, je vais être thérapeute, accompagnant de vie, je vais aider. Et pourtant, vous prenez une autre direction. Ouais. Peut-être parce que j'en avais peur aussi. J'en avais autant envie, j'y aspirais autant que ce que je le redoutais. Et surtout, ben, justement, je crois aussi qu'il y avait, si je suis honnête, une forme d'ego spirituel aussi, qui avait peur de se fourvoyer, peur de ne plus être dans la pureté si je vivais de cela, si je faisais ça à temps plein. Donc je voulais le garder vraiment comme une passion ou une vocation à côté, mais construire aussi une carrière qui était toujours en lien avec l'humain parce que je travaillais dans le social, Ouais. etc. Mais qui était indépendante de ce domaine-là. Donc, vous allez choisir le droit. J'ai choisi le droit. Ouais, jusqu'à un haut niveau, hein, pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, Alors, que vous suis pas... souhaitiez. Oui, voilà. Allez, ouais, on est Ouais. bien d'accord. Mais c'était l'objectif. Ouais, la recherche où effectivement il y avait 3 voies, il y avait soit profiler, soit enquêteur à la Profiler. Cour européenne des droits de l'homme, soit chercheur Mais en vous droit. savez que euh, le fait d'être mentor aujourd'hui, d'accompagner les gens, c'est un profiler, Oui, d'une certaine manière. quelque part. Mm. Vous allez chercher quand même, essayer de redresser, enfin de tracer en tout cas la perspective de l'être humain que vous avez en face de vous. Tout à fait, en me spécialisant en pénal et en criminologie, ce qui m'a passionné, c'est justement de se dire comment un être lambda peut basculer alors que finalement il est foutu de l'intérieur comme n'importe quel autre, il a la même nature, donc qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup quelqu'un déraille et pas un autre, et comment à un moment donné pouvoir le restaurer dans sa nature plutôt qu'au travers du vécu qu'il a impacté. Et à cette question, vous avez les réponses? J'ai des éléments de réponse. En droit, on parle de faisceau d'indices. Là, c'est pareil. Je pense que je me garde bien d'une vérité absolue et d'une réponse qui serait généralisée, parce que je crois que justement, on est tous uniques, chaque parcours est unique, mais en tout cas, mon chemin et mon engagement, c'est celui-là, c'est d'aider et d'accompagner la personne à révéler ces éléments-là et à se mettre en paix avec le plus possible, à les accueillir, à s'abandonner à ces éléments pour pouvoir retrouver naturellement sa rectitude. Qu'est-ce qui fait, on peut réitérer la question d'une autre manière, qu'est-ce qui fait qu'une personne effectivement qui fonctionne, donc qui a été construit avec les éléments d'usine dont vous parliez tout à l'heure, et qui vrille? Je crois que tout part toujours d'une blessure d'amour. Je pense qu'il n'y a pas de manque d'amour, mais par contre, il y a la croyance du manque d'amour. Et donc, dès lors que dans un espace, nous croyons suffisamment fort au fait que nous n'avons pas été désirés, voulus, aimés, comme nous pensons en avoir eu besoin, il y a des conditionnements qui se mettent en place, il y a des histoires qui se racontent et qu'on alimente aussi avec notre esprit, et qui finissent par se cristalliser très fort.
Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent leur nature et peut-être en craignant leur lumière finissent par craindre l'inverse, c'est-à-dire leur dangerosité, leur aspect sombre, le dark side. Mm. Et ça raconte aussi une histoire autour de ça. C'est pas mal d'illusions, mais qui finissent par avoir des conséquences réelles. Et ils se donnent à vivre ces aspects-là. Ils le subissent, mais à la fois ils le génèrent sans s'en rendre compte. Et parfois, on va plutôt matérialiser l'objet de notre peur plutôt que l'objet de notre aspiration. Ce qui est extraordinaire avec Gilles, c'est qu'il ne cherche pas ses mots quand il parle. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que, non mais c'est incroyable. C'est-à-dire il démarre une phrase, il va jusqu'au bout de la phrase et il n'y a pas d'hésitation, de recherche de mots entre chaque. Non mais c'est incroyable. On a l'impression que vous lisez. Et je vous assure que quand j'ai regardé les interviews de vous à droite à gauche, je me disais mais il y a un prompteur, le mec il lit. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est ça qui me fascine chez vous. Alors. Il y a évidemment, comme toute personne qui décide à un moment donné de changer de vie, mais alors de manière radicale, parce que pour le coup, effectivement, on a bien compris que votre orientation n'était pas celle qui vous prédestinait, enfin, celle que vous avez aujourd'hui. Il y a un élément, un switch. Ouais. C'est ce voyage? Alors non, c'est quand même avant. J'avais déjà une association à côté de mon travail, donc j'ai bossé dans le social à côté, réinsertion avec des personnes en difficulté, prison, etc. Et à côté, tous les soirs, tous les week-ends, mes vacances, j'animais déjà des méditations, des stages, des séances individuelles. Et puis, mais ça m'allait très bien de le garder effectivement à côté. Et puis, quelques temps avant, oui, non, il y a ce voyage en 2007, effectivement, qui est une grosse bombe dans ma vie. C'est clair. On peut, juste en 2 mots pour le raconter, beaucoup, vous l'avez raconté 1000 fois, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas. Pour faire court, en 2007, j'ai un message qui tourne en boucle façon disque rayé dans ma tête et qui me dit qu'il faut que j'aille rencontrer les dauphins aux antipodes de la métropole en Nouvelle-Calédonie, qu'ils m'attendent et qu'ils ont des messages à me délivrer. Alors là, 2 solutions. Soit vous vous dites, je suis très fatigué et j'ai besoin de quelques jours de vacances, soit vous prenez ça au pied de la lettre et vous y allez. C'est ce que vous avez fait. Alors j'ai attendu quand même, j'ai un mental un peu persistant, j'ai laissé le message se répéter un certain nombre de fois et puis effectivement j'ai lâché parce que aussi je me suis dit c'est fun, après tout, on m'aurait dit peut-être va sur la banquise, j'aurais réfléchi à 2 fois, mais Nouvelle-Calédonie, bon, il n'y avait pas grand risque, donc j'ai dit ok, je prends un billet et j'y vais. Et le voyage ne s'est évidemment pas passé comme prévu. Je suis arrivé là-bas, mes bagages ne m'avaient pas suivi, donc j'ai attendu 3 jours pour pouvoir les récupérer. Et le 3e jour, juste après les avoir récupérés, j'ai vécu une randonnée puis une méditation extrêmement puissante qui a été pour moi initiatique, pas du tout avec des dauphins, alors que je m'attendais à ça, mais plutôt avec des gardiens de la terre, quelque chose d'assez chamanique. Et on m'a un peu pressé de retourner parce que le soleil tombait, qu'on avait encore du temps de randonnée pour rentrer à la voiture. Et j'ai été rattrapé par l'arbre au creux duquel je méditais, un banyan, avec ses racines qui ressortent vraiment. Et j'ai trébuché dessus et je me suis fait une fracture assez grave du bras. Du radius gauche. Et donc j'ai été opéré sur place, hospitalisé, etc. Et à partir de là, quelque chose a instantanément changé à l'intérieur dans mon état de conscience. J'ai vu les dauphins que de loin. Et puis j'ai un peu oublié cette histoire. Il y avait un état de grâce qui s'installait. Et puis je suis rentré, j'ai repris ma vie, lambda. Et c'est 2 ans jour pour jour après cet accident que j'ai été réveillé en pleine nuit. Alors ça paraît, moi-même quand je m'entends dire ça, je trouve ça très très perché en fait. Mais c'est ok, c'est mon histoire, c'est comme ça que je me la suis racontée en tout cas. 2 ans jour pour jour après cette fracture, j'ai été réveillé en pleine nuit, 3h33. Ça m'a intimé de me lever. Cette énergie s'est présentée sous le nom de Maître Dauphin et m'a donné un enseignement qui est tombé en 48 heures, un livre, un jeu de cartes que j'ai édité ensuite. Mais parce que c'est vrai, si quelqu'un tombe sur cet instant, sur ce passage dont vous parlez, honnêtement, le mec se dit mais qu'est-ce qui se passe? Combien vous êtes là-haut? Combien vous êtes là-haut? Non mais c'est vrai, on peut s'entendre. Je voudrais que vous ayez, comme vous avez cette faculté et que vous jouez avec les mots et vous avez cette élocution que je trouve assez formidable et que les mots de la langue française visiblement vous sont familiers, essayez de nous décrire cet état de grâce. Comment est-ce que pour quelqu'un qui ne peut pas comprendre ça, et moi le premier, qu'est-ce qui se passe en vous et de quelle manière vous pouvez attester que c'est un état de grâce? Alors moi, j'atteste rien du tout. Moi, je le dis. Si je devais le décrire, je dirais que c'est ce subtil mélange ou ce subtil équilibre entre être présent à soi et s'absenter. Je crois qu'il faut rompre avec soi-même ou avec ce qu'on croit être nous, c'est-à-dire toutes les parts de personnage, d'incarnation, d'humanité, pour se rendre un peu plus présent à ce qu'on est au-delà de cette dimension-là, ce que certains nommeraient la conscience, ce que d'autres nommeraient la divinité, etc. Peu importe notre modélisation et voilà, nos projections.
Et donc, c'est accepter de s'absenter dans notre mental, dans la manière dont on se conçoit, dans ce qu'on pense être, pour laisser émerger ce qu'on est vraiment. Et peut-être que dans un premier temps, je croyais que c'était d'autres énergies ou d'autres entités qui me parlaient. Et puis désormais, je considère que c'est moi à tous les étages. Donc je vais pouvoir parler sans utiliser une fréquence ou un nom particulier, parler à mon propre nom, simplement à des états de conscience différents. Mais ça veut dire qu'au moment où vous ressentez évidemment c'est physique C'est physique. pour le coup, et vous vous dites, oh, qu'est-ce que je suis bien là, à cet instant? Il n'y a même pas cette observation de l'état en fait. Ça se vit sans rien retenir. C'est comme si on était littéralement traversé, mais il n'y a même pas de retour sur soi et de réflexion sur ce qu'on est en train de vivre. Ça se vit et ça se relâche au même instant sans essayer de vouloir le capturer, de le garder, de le prolonger. Ça nous traverse. Et c'est justement arriver à se mettre dans cet état de flow. Et ce sont les maîtres dauphins, les vibrations maîtres dauphins. Bon, moi, je le dis à ma manière, c'est peut-être pas les bons mots, hein, c'est ça? Si, c'est ça. C'est vraiment des fréquences. Et c'est ce qui m'a plu et ce qui m'a réconcilié aussi avec toute une partie de la spiritualité. C'est qu'ils se sont présentés, finalement, ils ont dit on pourrait s'appeler fréquence 3316, 5918. Sauf que, voilà, ils m'ont vraiment permis de comprendre que, y compris dans les religions, etc., le fait d'utiliser un Bouddha, Marie, le Christ, Allah, ce ne sont que des symboles et des portes qui mènent à une énergie, à une fréquence qui peut prendre plein de formes différentes, un peu comme une boule à facettes et on va rentrer par un vecteur ou par un autre. Mais qu'au fond, après, c'est que de l'énergie et que cette énergie, voilà, elle va juste être modélisée différemment en fonction de notre syncrétisme, nos systèmes de croyances, etc. Et que derrière, c'est donc pas le symbole qui porte l'énergie, mais c'est là où il nous mène. Et donc d'arriver à, non pas désacraliser, mais en tout cas à démystifier pour arriver finalement à quelque chose qui rejoint aussi la physique et de se considérer comme un tuner, avec un bouton RDS comme sur l'autoradio et de pouvoir se balader sur les longueurs d'onde et de se brancher à une fréquence ou à une autre et d'en être le porte-voix. Alors, juste cette vibration maître dauphin, elle vous arrive, mais est-ce que vous la visualisez? Vous voyez des dauphins? Je vois, j'entends. Vous voyez ces dauphins? Alors, ce n'est pas vraiment sous la forme de dauphin en fait. Et c'est là que cette énergie a été assez surprenante. C'est que tout à la fois, il y avait ce terme de dauphin et je ressentais ce qu'on peut ressentir quand on projette l'image d'un dauphin, la joie, le jeu, l'instant présent, mais à la fois ça ne prenait pas la forme de l'animal. Je voyais des fréquences, je voyais des couleurs, mais je ne voyais pas forcément l'être incarné du dauphin en fait. Okay. Et c'est comme si finalement cette fréquence me disait, c'est l'état cérébral, l'état de conscience habituel du dauphin que tu contactes à cet instant, mais le dauphin incarné n'est qu'une incarnation, une manifestation de cet état de conscience, mais l'un n'est pas l'autre en fait. L'un peut se vivre en l'autre, mais l'un n'est pas l'autre. Ça doit évidemment à cet instant vous donner envie d'aller voir les vrais dauphins. Tout à fait. Forcément, ça devient une quête. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, et là, avec toute la facétie aussi de cette énergie, ça a été de vraies initiations parce que ça m'a fait contacter mon indignité, mes blessures, d'illégitimité, etc. Et donc, dans un premier temps, certainement, je pensais que c'était incomplet tant que je ne les avais pas rencontrés dans la matière. Et donc, à chaque instant, quand j'allais dans un lieu où je pouvais les voir, ils étaient là l'instant d'avant. Et puis, quand j'arrivais, ils n'étaient plus là. Donc, il y a eu vraiment… un jeu de chat et la souris, où vous cherchez mutuellement Oui, puis jusqu'à ce que je craque, littéralement, parce que je ne comprenais pas, parce que pour moi, ils m'avaient appelé A et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là et je ne comprends pas. Je comprends pas et je me dis que c'est moi qui ai mal fait quelque chose et jusqu'à ce que véritablement je tombe en vulnérabilité. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont apparus et que ça ne m'a plus jamais quitté et que même quand je vais dans des endroits où ils ne sont pas censés être, ben, finalement ils sont au rendez-vous. C'est comme s'ils m'avaient donné cette leçon de nourrir la présence plutôt que l'absence ou de nourrir la possible absence. Alors quand on est un être, un piètre être spirituel comme je suis, est-ce que on peut dire que le dauphin est votre animal totem? On peut, d'une certaine manière. J'ai d'autres animaux totems, honnêtement, si je fais une quête de vision plus chamanique. Mais en tout cas, je dirais que ouais, ça peut être un emblème, en tout cas. Bon, que vous avez sur le bras. Là, c'est une baleine. Ah, c'est une baleine, là, c'est pas le dauphin. J'en ai un dans le dos. Dans le dos. Cette rencontre que vous allez enfin faire avec ces fameux dauphins, c'était où d'ailleurs? Alors, je les ai rencontrés à tellement d'endroits. Il y a eu à Moorea, en Polynésie, qui a été vraiment aussi un endroit très, très, très porteur pour moi au niveau dauphin, requin et raies, où j'ai vécu à leur contact tous les jours pendant
pendant plusieurs semaines. Donc ça a été quelque chose de Ça puissant. doit être fantastique. Est-ce que la vibration que vous avez eue sans la visualisation dont vous parliez tout à l'heure par rapport effectivement à ces maîtres dauphins était identique que la sensation que vous avez eue quand vous êtes véritablement face à l'animal incarné? Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'effectivement, il y a cette reconnaissance totale et immédiate. C'est Waouh! ouais, une confirmation. Donc et le dauphin, c'est Oui, c'est ce qui est assez fou parce que maintenant, depuis de nombreuses années, par exemple en mer Rouge, j'accompagne plusieurs fois par an des groupes et je peux être sûr qu'à chaque fois que je me mets à l'eau, c'est les mêmes dauphins que je retrouve mais pour la non! première fois. Et Waouh! on les reconnaît parce qu'ils ont des marques, ils ont des cicatrices, etc. Donc ils sont facilement reconnaissables. Et en fait, c'est toujours les premiers avec qui j'ai noué une relation qui viennent comme pour me saluer. Et ce lien est là, on construit vraiment une relation et puis une communion avec ces êtres. Mais ça doit vous donner envie peut-être même de vous installer proche d'eux. J'avoue qu'une part de moi est le plus heureux du monde quand je suis à leur contact et je pourrais avoir tendance à vouloir être sans cesse à leur côté. Mais je crois aussi que le but de ma vie, c'est aussi de revenir là et que eux me permettent aussi de faire ce lien-là et de revenir à ma propre vie et de ne pas m'oublier au bénéfice de cette énergie. Quand vous êtes au contact de ces dauphins et que vous plongez avec eux, comment est-ce qu'ils réagissent d'ailleurs? Est-ce qu'ils jouent autour de vous? Est-ce qu'on sent qu'il y a presque un contact télépathique? Est-ce qu'ils vous délivrent certaines sensations, voire des messages? Il y a des choses comme ça? Alors, il peut y avoir cette forme-là, effectivement. Il peut y avoir des messages très concrets pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. Il y a des moments très différents et ça dépend aussi de l'état dans lequel on y va, avec quelle intention. Il y a des moments de jeu, il y a des moments de connexion, il y a des moments de méditation profonde, il y a des moments de soins. Et en fait, ça dépend de notre état de présence et de disponibilité. Et l'idée, c'est toujours de s'offrir, de ne pas être dans une forme de velléité ou d'attente trop forte, de ne pas être émissif, et simplement de se dire, moi je suis disponible, j'ai envie, je me propose, et est-ce que eux-mêmes sont disponibles? Et quand on y va sans enjeu comme ça, avec cette ouverture-là, dans l'accueil de leur disponibilité ou non, en principe, la rencontre est toujours magique et ils sont au rendez-vous. Et parfois, c'est au travers de pirouettes et de danse avec eux dans l'eau. Parfois, c'est des moments où ils vont scanner et où on va vraiment sentir à l'intérieur et où il y a vraiment un travail qui se fait en profondeur. Parfois, c'est des messages qu'on va recevoir ou des images qu'on va avoir. Moi, j'aime beaucoup nager les yeux fermés aussi avec eux et de ne pas être que dans la stimulation visuelle, mais de me laisser imprégner par cette eau saturée de cette énergie-là et la vibrer sans avoir forcément le visuel qui orienterait ma perception. C'est quand même la classe. Les dauphins savent qui vous êtes. C'est quand même la classe. Non, mais sérieux. Je suis un dauphin déguisé en homme. Ouais, exactement, exactement. Qu'est-ce que vous ont appris les dauphins? Qu'est-ce que cette vibration de maître dauphin vous a appris sur vous, sur notre monde d'humains, sur ce plan terrestre? Beaucoup de choses. Déjà, moi, je crois que j'aime rappeler que c'était peut-être pas un don, mais que j'étais peut-être la personne qui avait le plus besoin de cette énergie à ce moment-là. Et ça m'a ramené à une forme de simplicité, de l'être, à retrouver la joie. Moi qui me croyais enthousiaste, joyeux, vivant, j'ai découvert que c'était rien comparé à ce qui pouvait se vivre. Et je crois que j'avais aussi une forme de gravité et de maturité précoce en moi, parce que des facteurs de vie, et que ça m'a ramené à une forme d'insouciance, de légèreté, de possibilité de se vivre, et même si des peurs ou des craintes sont là, de pouvoir être au rendez-vous avec simplicité et avec foi aussi dans ce qui est là, de surfer les vagues sans se demander si elles sont bonnes ou mauvaises, mais de jongler en fait avec ces éléments, et de retrouver du jeu, de se souvenir du jeu JE et puis du jeu JEU. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve de manière plus commune. Mais derrière, il y a quelque chose aussi qu'on pourrait apparenter, sans dogme, au message christique finalement pour les dauphins, nous sommes déjà des êtres aboutis, nous sommes déjà des êtres parfaits, on a juste à s'en souvenir. Et finalement, ce qu'on peut refléter ou projeter sur eux, ils sont là pour nous dire qu'on est déjà ça. Il y a comme un passage de relais, ils sont là pour nous dire, si vous vous voyez à travers nos yeux, alors vous vivriez déjà dans votre magnificence. Donc il est peut-être question d'arrêter, d'essayer de questionner votre guérison, vos problèmes. Il est peut-être question de décider de vivre votre grandeur. Ah, ça, c'est fantastique. Est-ce que, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai des images. Je visualise, lorsque vous êtes en contact avec ces dauphins, je visualise peut-être même ce dauphin à un moment donné qui s'arrête et qui est face à vous comme ça et qui est dans ce scan dont vous parlez. Est-ce que ils sont tristes à l'idée que vous repartiez ensuite quand vous revenez ici en France? Est-ce qu'ils vous le font savoir? C'est des questions un peu de nœuds, hein. Mais j'essaie en tout cas de me mettre dans le ressenti que vous pourriez avoir à ce moment-là. Il n'y a pas de séparation. Donc en fait, c'est super quand on est sur le plan physique, mais en fait, quand on s'éloigne, c'est OK aussi. Puis surtout, on est plein. C'est comme si on venait se rappeler de ça à un point tel que toutes les cellules se chargent de cette information et qu'on peut étirer la distance,
mais que la connexion et la communion restent telles quelles, intactes. Donc non, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de manque, il n'y a pas cette donnée. Je crois que la seule fois où vraiment c'est venu me chercher, c'est juste avant le confinement. Le dernier voyage que j'ai fait, bon, on ne connaissait pas encore la pandémie, etc. Mais le dernier voyage que j'ai fait et la dernière plongée, ils m'ont dit on ne va pas se revoir avant longtemps. Et j'ai été saisi d'une émotion et je suis remonté sur le bateau, j'ai pleuré comme un enfant, je me suis isolé et je ne comprenais pas pourquoi parce que j'avais d'autres voyages de prévus et que je me disais mais il n'y a pas de raison à ça. Et vous voyez, j'en ai encore l'émotion. Et à l'idée que ça puisse s'arrêter, voilà, ça m'a saisi parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de véritable dedans. Et effectivement, pendant presque 2 ans, je n'ai pas pu aller les retrouver. Il y avait cet empêchement-là, mais qui m'a fait travailler justement ce lien de présence et de me dire que même si les circonstances extérieures pouvaient me faire donner à penser qu'on était séparés, la présence était toujours là. Bon, et depuis, vous y êtes retourné? Oui, bien sûr. Ouais, bon. Et depuis, vous accompagnez donc des groupes Oui, depuis pour être au 2015 contact ou de 2016. au contact de ces dauphins, justement, Ouais, tout à fait. sur des spots spécifiques? Alors, beaucoup en mer Rouge, mais également à Hawaï. J'ai amené au Kenya également, où on a pu nager avec eux. Il y a d'autres voyages comme la Polynésie qui sont en cours de préparation. Mais effectivement, souvent en mer Rouge, plusieurs fois par an, parce que c'est un spot incroyable, Sataya. Et donc oui, je fais vivre, en tout cas je favorise, je facilite ce contact-là finalement pour d'autres personnes qui en ressentent l'appel. Bon, et aujourd'hui, ils viennent à chaque fois que vous êtes là, pour le coup. Oui. Alors, je ne suis pas le seul Oui. à permettre cette facilitation-là, Oui, mais effectivement, je crois que la manière dont j'accompagne les personnes à s'offrir fait qu'on vit des moments d'apothéose. Ça, c'est des moments de grâce. Ouais, là, je peux le dire. Là, on peut le dire. Alors, du coup, évidemment, vous construisez avec ça. Vous n'aimez pas parler d'éveil spirituel, mais en tout cas, ce voyage, cet instant-là, cette période-là, est quand même une prise de conscience qui est juste absolument incroyable. Et donc, ensuite, qu'est-ce que vous vous dites? De là, de cette période d'éveil avec ce jour J, au fait d'être mentor aujourd'hui, il y a un laps de temps. Ouais. Comment est-ce que vous vous construisez? Comment est-ce que vous avancez et vous cheminez vers le mentorat? Je crois que je me déconstruis surtout, parce que je crois que c'est plutôt ça le chemin de la vie, c'est de se déconstruire de tous les patterns qu'on a mis en place, de toutes les identifications. Et donc j'accepte de peau après peau, mue après mue, de lâcher tout ce à quoi je m'étais accroché, tout ce que j'avais construit pour trouver une consistance, une existence. Donc ça passe par la première mort sociale, faire ce coming out spirituel et dire ok, je quitte mon travail, je fais ça à temps plein, accepter d'être ambassadeur de cette énergie et me dire ça y est, je suis fou, ou on va me prendre pour un fou. Clair. Et donc aller contacter cette peur qui était là et la pacifier aussi, me mettre en paix avec ces données. Mais donc là, vous êtes quoi là? Vous êtes médium? Vous êtes quoi? Vous êtes Alors, énergéticien, énergéticien. Ouais. Et donc j'étais maître Reiki, mais j'ai rapidement abandonné le Reiki pour me consacrer justement à ces énergies qui venaient en direct et cet enseignement-là. Donc voilà, le terme générique c'était énergéticien, mais bon ça couvrait beaucoup de choses, c'était un peu un fourre-tout. Et j'étais très surpris de sentir que, alors que je pensais justement qu'on allait se dire cet homme est complètement barré, je me suis rendu compte que cette énergie était attendue et que le message tel que je le délivrais était attendu. Et ça m'a fait parcourir l'Europe, la Suisse, la Belgique, les DOM-TOM, la France entière pour délivrer ce message qui a été complètement accueilli et y compris par certaines sphères auxquelles je ne m'attendais pas. Parce que peut-être qu'il est simple, peut-être qu'il est moins éthéré que d'autres. Et il parle avec simplicité, il parle avec bon sens, il parle avec humanisme aussi. Et finalement, il convoque le meilleur en nous. Donc vous faites des programmes de mentorat, des voyages immersifs. Vous avez un programme qui s'appelle Morpheus. Ouais. Alors là, je me suis dit, Keanu Reeves sort de ce corps. Matrix sort de ce corps. Un mot sur tous les programmes que vous proposez et toute la parce que vous en faites des choses. Hein. Du podcast, des livres évidemment, des coffrets, de la réalité. Enfin, c'est juste incroyable ce que vous faites. Ouais, je m'amuse beaucoup. Je crois que c'est aussi le but de la vie, c'est de prendre l'âme comme muse plutôt que d'user son âme et donc du coup de se renouveler, de s'amuser et de voir aussi que toutes ces données sont des prétextes à convoquer ce jeu aussi en soi. Effectivement, le programme Morpheus, c'est un peu la synthèse de ces 25 ans d'expérience, de tous les cheminements que j'ai entrepris moi-même et qui m'ont apporté et auxquels j'ai accompagné aussi beaucoup de personnes et qui est pluridisciplinaire, transversal et qui accompagne effectivement avec de l'énergétique, mais aussi avec du mindset, avec des neurosciences, avec
des états modifiés de conscience au travers de vidéos vibratoires, au travers de réalité virtuelle, au travers de one-to-one avec les personnes, de changements de regard, et dont le but, effectivement, en s'amusant aussi du mythe un peu de Morpheus et de Matrix, de prendre la pilule or pour sortir de la dualité d'un côté ou de l'autre et de dire, ben, finalement, la rouge ou la bleue, ça reste la dualité, c'est les deux facettes d'une pièce, mais on peut s'élever un peu au-dessus et embrasser l'ensemble. Et puis c'est aussi, bien sûr, un petit clin d'œil à Morphée, dieu du sommeil et des songes, mais dieu de l'éveil aussi, quelque part. Donc, les Indiens disent sortir du songe pour revenir à la vérité et à la réalité. Et je crois que se déconditionner, accepter de voir clair, sortir de nos conditionnements et de nos bénéfices secondaires à se raconter une histoire illusoire, eh bien, c'est aussi faire acte de courage et être au rendez-vous pour se tenir face à nous-mêmes sans se dérober. Bon. Et donc, c'est le but de Morpheus. Il est fait pour qui? Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Pour moi, c'est des personnes qui ressentent qu'elles ont une contribution à avoir, quel que soit leur parcours, quel que soit où elles en sont. Ce n'est pas une question, il n'y a pas de nivellement, voilà, il n'y a pas d'élitisme dedans, mais c'est des personnes qui se sentent prêtes, malgré leur peur, à contribuer et qui se disent, ben voilà, j'ai peut-être mis en place des choses, relevé des défis, mais il me manque du sens, j'ai envie de me mettre en accord avec mes valeurs, je sens que j'ai autre chose à apporter, une contribution collective qui me permet de me sentir aussi réalisé au rendez-vous. Et donc, j'ose sortir de ma réserve, j'ose aller au rendez-vous parce que quelque chose de plus fort que moi prend le dessus. Et c'est parfois, justement, quand je m'absente ou quand j'embrasse une cause plus large, que j'arrive à mobiliser les ressources que je pensais manquantes ou que je n'arrivais pas à mobiliser pour moi-même. Et quand vous parlez, par exemple, le fait de dire de contribuer, ça veut dire contribuer, on me dit aux autres, pour les autres. Pour les autres ou pour le monde? Ou pour le monde, ce qui est quand même vertigineux. Oui, mais c'est dans plein de domaines différents. Je crois qu'on est tous plein de dons, de talents, et on a tous une vision du monde à créer. Et si on arrête de lutter contre ce qui est et qu'on se remet à rêver, on se rend compte que nous sommes tous des génies. Je dis, nous sommes tous des putains de génies en puissance, et c'est vraiment ça, sauf qu'on se retient, on se dit qui suis-je moi, mais le monde peut tourner rond si on ouvre des voies et qu'on ose être au rendez-vous, même si on nous prend pour un fou dans un premier temps, mais il n'y a que des précurseurs qui ont eu le courage d'oser ce chemin et puis qui sont ensuite rejoints. Donc c'est oser cela. Vous avez le sentiment, Gilles, que dans 1000 ans, votre discours sera banal? Je l'espère. Et qu'aujourd'hui, il peut surprendre. Vous comprenez qu'il puisse surprendre? Je crois qu'il ne surprend pas tant que ça, C'est en vrai? fait. J'ai la sensation que, pris isolément, quand les personnes sortent de leur posture, ça résonne chez tout le monde. Et c'est une fois qu'on re-rentre dans le lien social qu'on va mettre une certaine distance. Mais finalement, c'est du bon sens. Et surtout, ça trouve un écho à l'intérieur. Donc chacun est libre de le paramétrer ensuite ou de l'interpréter d'une certaine manière. Je crois que tout le monde a en soi cette soif de donner du sens et de sentir que cette vie n'est pas vaine. Donc, du coup, je crois que ouais, non, ça résonne. Ce à quoi j'aspire, c'est qu'effectivement, tout le monde se l'autorise désormais. Comment ça se matérialise, alors, votre accompagnement? Comment est-ce que les gens procèdent? Est-ce que ce sont des ateliers? Est-ce qu'on fait ça à distance? Comment vous accompagnez ces gens? Alors, c'est effectivement un programme qui est en ligne, qui est un peu hybride parce qu'on a quand même une rencontre dans l'année. En fait, il y a 3 grands piliers, 3 grands tomes dans Morpheus. Le premier, c'est accepter de renaître à soi et à cette terre, là où parfois il y a ce que j'appelle la team perchée, c'est-à-dire tous ceux qui ont voulu, qui sont dans des dénis d'incarnation, et ce que j'ai moi-même vécu d'une certaine manière. Donc je peux les comprendre et je peux être empathe aussi à ce niveau-là et compassionnel. Des personnes qui trouvent refuge dans les mondes subtils et qui vont rejeter un peu le monde matériel ou des humains et accepter de revenir ici, accepter qu'il n'y a pas d'erreur de casting, que l'âme ne se trompe pas et que si on est là, on peut avoir la vision de ce qui serait incorrect, mais il n'y a que notre vision qui est incorrecte et qui est malade. Si on est là, c'est qu'on devait être là. Si on vit ça, c'est qu'on devait le vivre et qu'il y a juste un défi. Qui est parfois difficilement audible. Hein, tout à fait. Ce que vous dites. Oui. C'est le fameux... Parce que vous dites pas... J'avais noté la phrase, alors pardon, je l'ai perdue, mais quand vous dites pas... Ah si, vous dites « rien n'est grave, tout est important ». Ouais. Ouais, rien n'est grave, mais tout est important. Après c'est difficilement entendable. Certainement, parfois. Sur des situations, et on peut imaginer lesquelles. Ouais, mais je crois que... Alors après, c'est avec beaucoup de respect pour la manière dont chacun vit les choses. Et je crois qu'il y a des moments où moi-même, je suis récupéré en vivant les choses avec gravité. C'est simplement arriver ensuite à se décaler, à se décoller et à regarder que est-ce que foncièrement, ça m'empêche d'être, ou est-ce que ça contribue à ce que je sois
un être tout-terrain quelque part? Et est-ce que ça contribue au fait que je puisse être, quelles que soient les circonstances? Et parfois, est-ce que ça convoque même mon énergie de vie? On parlait de résilience tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, je peux donner du sens, non pas en justifiant les données, mais en s'appuyant sur quelque chose qui aurait pu avoir un impact extrêmement grave sur ma vie, et finalement décider de m'appuyer dessus pour être encore plus, vivre encore plus. Et donc ça, c'est un choix. Et je crois que évidemment, il y a des facteurs aggravants, mais on a toujours le choix de comment on réagit, tout simplement. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, aussi impactante soit-elle. Ouais, ouais. Donc les 3 piliers, vous avez évoqué le premier. Ouais, la renaissance, accepter d'être là. Le deuxième, c'est accepter de déployer les potentiels. Donc, laisser jaillir cela. Et puis, la souveraineté, asseoir sa souveraineté, parce que finalement, on est souvent en train de donner le pouvoir à l'extérieur, et c'est accepter d'être le boss à l'intérieur et de plus se dérober, quoi. Être en place, et donc du coup, avec le pendant de la responsabilité. Donc, poser ça et oser déployer les potentiels et les talents, pas forcément ce qu'on voudrait développer, mais ceux qui sont notre tonalité naturelle, notre note unique. Aller à la rencontre de ça et de notre why profond. Pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, et si on n'avait qu'une seule chose à transmettre ou à vivre, ça serait quoi? Et aller le contacter. Et le troisième, c'est vraiment accepter de structurer pour essaimer de manière beaucoup plus large et oser être magnétique finalement et aller chercher cela, et puis oser le construire, avoir un mindset évolutif et sortir aussi de la complaisance, accepter la notion d'effort, sortir des pics de dopamine et du facile ou de l'instantané pour oser structurer, se challenger, pour être encore un peu plus libre et au rendez-vous avec nous, là où auparavant on voyait une contrainte ou quelque chose qui était une stimulation artificielle, mais en réalité oser marcher le chemin. Bon, et ce programme, donc, il se présente de quelle manière? On a vu effectivement les 3 piliers. Ensuite, comment se fait l'accompagnement? Alors, il y a tout un pack en e-learning avec énormément de contenu, d'exercices, de méditation, de cheminement. Toutes les semaines, je suis également en live avec des personnes. Et puis, il y a également 2 autres intervenants qui permettent à la fois la pacification et la régulation émotionnelle. Et puis, la mise en pratique, là où parfois les personnes se sentent toutes seules dans leur bulle, en difficulté de faire un exercice ou du mal à se mobiliser. Donc, il y a également un coach qui est là, qui les accompagne à franchir les étapes une à une. Et donc moi, toutes les semaines, qui intervient environ 2 heures dans la semaine avec eux. Et il y a également des soins qui ponctuent et des envois d'énergie qui ponctuent cela pour les aider à potentialiser. Et ça se travaille en groupe, en individuel? Alors, il y a la part de retrait en individuel où chacun fait son cheminement. Ouais. Et puis ensuite, il y a les restitutions ensemble. Et puis, il y a du travail également de groupe. Et les lives sont en collectif pour effectivement travailler les effets de miroir et l'intelligence collective. C'est là qu'on prend des raccourcis parce que c'est un peu comme si chacun se répartissait une partie du travail et quelqu'un a une prise de conscience et le fait parvenir aux autres sur le cloud quantique et inversement. Donc en fait, ça va très vite, il y a un effet généralisant. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez, Gilles, une histoire. Vous savez, dans les rencontres ou même dans les autres programmes qu'on propose, j'aime bien le fameux avant-après. Vous savez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez la photo d'un truc qui est en ruine. Quelques travaux, et ensuite il y a la photo de voilà ce qu'on en a fait. Donc ce fameux avant-après. Est-ce qu'au travers de ceux que vous avez accompagnés jusqu'à présent, toutes ces années, est-ce qu'il y a un cas qui vous a profondément touché, profondément marqué, d'une transformation, d'une évolution grâce à votre accompagnement au programme Morpheus ou à tout ce que vous préconisez en dehors de ce programme? Alors la réponse est non. C'est vrai? Ouais, la réponse est non parce que je crois que c'est toujours multifactoriel et que ça serait fake de dire ben voilà, mon accompagnement a permis cela. Parce que je Pourtant, crois que vous l'avez vu. Oui. Vous avez vu des transformations. J'ose espérer qu'il y a eu des gens qui ont considérablement changé même. Mais c'est l'élément, c'était peut-être l'élément de passage, mais il y avait tout ce qu'il y avait eu avant. Il y avait l'énergie de la personne à cet instant-là. Il y a toujours une question de tempo, de timing. Il y a ce qu'elle s'est offert au travers de cela. Et bien sûr, il y a tout ce que moi j'y mets, toute la rigueur, l'engagement que j'ai. Mais je crois que ce ne sont que des outils et des vecteurs, et c'est ce qu'on choisit d'y mettre. Donc moi, je ne promets pas la panacée. Moi, je m'engage à donner le meilleur de moi, mais je dis aussi que je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte que ce soit magique pour les autres. C'est à chacun de l'investir, et donc il y a plein de voies différentes, et il y en a plein qui sont valables. Donc je ne dis pas je fais quelque chose de mieux que les autres. Je dis moi, j'ai trouvé la voie qui me paraît juste pour accompagner et pour offrir des raccourcis et des révélations. J'ai vu des transformations ou des révélations magnifiques. Vous avez vu des transformations. Mais elles ne sont pas uniquement le fruit de mon accompagnement. On est d'accord, mais vous avez vu ces transformations quand même. Oui. C'est pour ça que je pensais que vous alliez nous raconter une histoire, peut-être un truc, mais non.
Je peux, mais en tout cas, c'est important pour moi Oui, de dire oui, que c'est pas uniquement oui. le fruit. C'est pas une bague, vous n'êtes pas Merlin l'Enchanteur, voilà, c'est Non, ça l'idée. On ne c'est fait pas ça, en claquant de doigts, exactement. On même voit si, tellement de personnes qui donnent le pouvoir, bien sûr. et non, on est partie Et prenante. dans ce domaine de la spiritualité, beaucoup de gens Spécialement. se disent détenteurs de Ouais, cette possibilité de transformation mm, chez l'autre. exactement. Gardons un peu de Oui, recul, d'humilité, d'humilité. d'humilité, Ouais. évidemment. Vous savez que quand j'ai préparé cette émission, je me suis vraiment demandé si vous êtes né à la bonne époque et au bon endroit. Vous vous êtes déjà posé cette question? Un bon milliard de fois. Sur le ton de la boutade, j'animais un événement il y a 10 jours et une personne m'a dit mais Gilles, tes enseignements viennent du futur et tu viens du futur en fait. Bon, c'était une boutade, mais quelque part, c'est vrai que le côté parfois suranné ou parfois anachronique en tout cas est présent. Mais je crois que, encore une fois, je suis là pour dépoussiérer des choses, pour questionner, pour sortir des sentiers battus et donc c'est juste que ce soit là dans le présent. Hmm. Mais vous vous êtes déjà effectivement posé cette Oui. question pour le coup. Ouais. Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus? Est-ce que vous êtes allé rechercher peut-être d'où vous veniez, quels étaient Ça a été une étape, mais aujourd'hui, je crois que c'était une histoire supplémentaire que je m'étais racontée et que j'ai complètement relâchée, en fait. Et qui justifiait peut-être à la fois la présence ici et le fait d'avoir besoin de m'en extraire d'une certaine manière. Alors qu'aujourd'hui, bah, je suis complètement en paix avec le fait d'être Hmm. ici, dans ce présent, et de plus me questionner sur ces données-là. Hmm. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur de casting, donc si je suis Hmm. là, c'est que je devais Hmm. être là, et ce qui me traverse, et ce qui doit me traverser, Vous comprenez les gens qui ont besoin d'aller chercher ces réponses? bien sûr. Parce que je l'ai été, je suis un contrôle freak. Moi, à la base, je suis hyper. J'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin de contrôler beaucoup le processus en analysant, en décortiquant. Et donc, du coup, je comprends que ce soit une étape et il faut pouvoir l'accepter, l'accueillir et le voir. Il faut ensuite arriver, justement parce qu'on a apprivoisé cela, à le relâcher progressivement et à basculer du contrôle vers la maîtrise qui finalement n'est plus le contrôle de chaque étape, mais l'accueil de la résultante. Hmm. Qu'est-ce que vous préconisez à ceux qui nous regardent là et qui ont peut-être parfois envie d'aller euh, pratiquer, expérimenter des choses? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour prévenir en disant attention, soyez vigilants sur tout ce qui est Mm. préconisé à droite à gauche, Bah, à la les fois, je crois remèdes que miracles? chacun vivra son expérience, c'est-à-dire que si on a une mémoire fanatique quelque part et que d'aveuglement et où on va aller se laisser embrigader par n'importe qui ou n'importe quelle méthode miracle, c'est que on a Et ça là existe, aussi, hein? ça Ça existe. existe, hein. On a certainement quelque chose à contacter aussi dans la résonance. Pourquoi on donne ce pouvoir aveuglément à l'autre? Pourquoi on voudrait que l'autre soit le vecteur du miracle plutôt que nous-mêmes de mirer la clé à l'intérieur? Et, et donc du coup, peut-être on peut se préserver de le vivre, mais c'est là aussi faire un examen de conscience. Sortir peut-être aussi de l'étude pour accepter de rentrer dans l'expérience et l'expérience souveraine, c'est-à-dire je prends la responsabilité de ce qui est là et donc je suis aussi le créateur et pas le créateur que de ce qui m'apparaît magique, mais le créateur aussi de tout le merdier et de prendre la part dans tout ce qu'on se fait vivre qui est moins cool, qui est moins fun et qui est moins lumineux. Donc qu'est-ce qui se joue en moi, quel est mon bénéfice et pourquoi au moins je le permets. Et rentrer dans cet examen-là très concret, très pragmatique, très incarné de voilà mes limitations et ne rien faire pour que cela change parce que souvent on est dans la réaction de Mm, suite. mm. On essaie de trouver une solution, mais c'est là aussi un évitement, une fuite. Est-ce que je peux me tenir face à ça, voir mes conditionnements et juste les voir sans essayer de réagir, sans rien faire pour que cela change et peut-être les laisser se diluer d'eux-mêmes à leur juste rythme et juste être conscient sans détourner le regard. Et je crois que ça demande de la sagesse, du courage, mais que c'est à la portée de tout le monde, Et c'est un travail d'une vie. certainement. Peut-être même de plusieurs. Peut-être même de plusieurs, très clairement. Je voudrais terminer, Gilles, parce que c'est passionnant, on pourrait vous garder des heures. Euh, Est-ce que la vibration maître dauphin, est-ce que ces dauphins incarnés sur ce plan terrestre vous ont dit des choses sur notre espèce? Ouais. J'en disais deux mots tout à l'heure. Euh, pour eux, il y a clairement un passage de relais dans ce que j'ai reçu, hein. Et ils sont là pour nous ramener à notre magnificence. Pour eux, ils nous voient comme des êtres purs, des êtres cristallins qui se sont simplement oubliés, qui ne se voient pas tels qu'ils sont. Ils nous voient comme ça. Ouais. Ils sont là pour nous dire, mais réveillez-vous à votre véritable nature. Vous êtes empoisonné de l'idée que vous avez de vous-même. Euh, mais pour eux, ils sont comme des frères et ils sont là
ouais, pour nous permettre de contacter cette sagesse, de contacter cette pureté et de contacter cet amour que nous sommes. Ils disent souvent que nous avons qu'une seule chose, que nous sommes parfaits du seul fait d'être en vie, et aussi que nous devons retrouver notre pouvoir d'aimant dans les deux sens du terme, le sens magnétique du terme, accepter d'attirer à nous l'objet de ce qui nous honore et nous élève, répulser dans le champ magnétique sans avoir besoin de réfléchir ce qui ne nous convient pas, et à la fois le pouvoir d'aimant, oser être touché, alors que souvent, y compris dans la spiritualité, le développement personnel, on essaie d'avoir des tactiques pour se protéger de ce qui nous toucherait, et eux, c'est au contraire, garder le cœur ouvert. La plus belle des choses, c'est d'accepter d'être touché par ce qui est. C'est là qu'on déplace des montagnes. C'est quand il y a cet élément émotionnel qui relie l'intention et puis l'acte, la manifestation, et donc accepter d'être bouleversé sans le voir comme une faille, comme une fêlure, mais plutôt comme un acte de grâce. C'est magnifique. Est-ce que, autre question sur ces dauphins, pour terminer aussi là-dessus, est-ce qu'ils sont parfois tristes de voir ce que nous sommes, à contrario? Alors, il y a certaines personnes qui canalisent ce type de message-là auprès des dauphins. Moi, j'ai jamais reçu ce type de message. Il y a toujours une confiance inouïe, il y a toujours une intemporalité aussi. Prenez le temps qu'il vous faut, en fait. Nous, c'est OK. Et il y a zéro pression, il n'y a pas d'injonction. Il y a juste la confiance renouvelée, la foi renouvelée en notre humanité qui, tôt ou tard, se révélera à notre vue et qu'on se résoudra à incarner. Wow. Et ça, pour moi, c'est ce qui me touche autant, c'est cet acte d'amour total, inconditionnel. On emploie souvent ce terme de manière très galvaudée aussi. Et là, il y a cet accueil total de qui nous sommes, y compris quand on se joue des tours et qu'on s'ampute finalement de notre propre préciosité ou de notre propre pureté. Et eux continuent d'être là comme un miroir qui sans cesse nous révélera notre lumière jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin du miroir extérieur et que profondément à l'intérieur de nous, on en soit convaincu et qu'on le vibre. Quand je dis que Gilles Delieuse est touché par la grâce, non mais sérieux. Je suis pas ravi de la crèche quand même. Non, non, mais franchement, moi je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, percevoir ça d'un dauphin, par exemple, ou de même, on pourrait parler de n'importe quel autre animal, Ou n'importe quel autre cétacé, mais n'importe quel être vivant n'importe aussi. quel être vivant, évidemment. C'est vraiment être touché par la grâce, parce qu'au moins là, vous êtes face à, effectivement, cet amour inconditionnel, ces messages tellement forts, tellement intenses. Pour le coup, je peux comprendre qu'effectivement, ça vous habite complètement, pour le coup, là. Ouais, et puis moi, ça a polarisé aussi la manière dont je perçois mon accompagnement. Je me dis Bien que mon sûr. job, c'est d'aimer, en fait. Et il n'y a que des personnes qui sont convaincues de ne pas être aimables et qui vont peut-être montrer le pire d'elles-mêmes, y compris dans les actes. Et ça peut être condamnable au regard des règles de notre société, de la morale, etc. Mais il n'en reste pas moins que ces personnes sont pures, même si elles renient leur aspect pur. Et donc, si on joue leur rôle, hein, leur jeu, et qu'on leur dit « Ah, ben t'es mauvaise parce que t'as fait ceci ou cela », et qu'on confond l'acte et l'être, alors on les alimente dedans. Si tout d'un coup on se décolle de ça et qu'on les voit dans leur pureté et qu'on dit tu peux tout faire pour me détourner de toi, tu ne pourras jamais m'empêcher de t'aimer, et que c'est pas une posture, c'est pas un discours, mais que profondément à l'intérieur on est touché par l'être en face de soi, au-delà de ce qui nous vend de lui, alors c'est là qu'on lui permet de se réaligner, un peu comme certains Indiens qui, quand une personne faisait quelque chose de mal, ils se rassemblaient pour lui dire tout ce qu'ils voyaient de beau en lui. Et c'est cultiver ça sans complaisance non plus, sans tomber dans le béni oui-oui, sans tomber dans les angélismes, en pouvant voir le meilleur sans faire l'économie du pire. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit, c'est magnifique. Je suis ravi de cette rencontre, Gilles. Je suis très content. Bravo en tout cas pour votre enseignement. Quand est-ce que vous retournez les voir? En mai prochain, En mai prochain, et ce sera du côté de ça sera à Sataya en mer Rouge en Égypte. Mer Rouge, et avec un groupe ou Avec perso? un groupe, ouais. Ah oui, j'y vais avant pour moi, oui, je Ouais. vais y retourner avant. Ouais. Et vous prenez plus le temps quand vous y allez seul, j'imagine. C'est une rencontre différente. Disons que là, c'est vraiment juste pour moi, et donc du coup, c'est un rapport différent. Quand j'amène un groupe, je suis bien évidemment présent pour chacun, pour que la connexion se fasse de manière magique pour chacun. Il n'y a aucun danger. Il y a toujours des risques partout, mais le dauphin reste un animal sauvage. Mais j'ai jamais vu une once d'agressivité. Et après, ben voilà, je connais aussi les codes, et je permets aux personnes de les approcher de manière respectueuse et consciente. Et c'est aussi ça qui fait la différence. Quand on est dans le respect, en face, il y a le respect. Merci infiniment, Gilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On met autour de cette vidéo évidemment tous les liens qui vous permettront de suivre les enseignements, le mentorat, on peut dire ça, hein, Ouais, on peut dire de ça. Gilles Delieuse, évidemment, avec les programmes, avec les podcasts,
avec les voyages initiatiques, on en a parlé, avec les livres bien sûr, avec les expos. Vous faites encore des expos? Non, j'en fais plus pour le moment, mais ça va peut-être revenir. Bon, très bien. Et vous dessinez, vous peignez, vous... Alors, au début, je peignais, ensuite, je l'ai fait en infographie, vraiment assisté par ordinateur, beaucoup d'œuvres vibratoires, et puis ensuite, je suis passé aux vidéos. C'est pour ça que je dis que vous êtes un être spirituel 2.0, même 3.0, ça existe aujourd'hui le 3.0, il paraît. Bon. Merci en tout cas autour de cette vidéo, tous les liens, et notamment le programme Morpheus, etc. etc. Et saluez les dauphins. J'y manquerai pas. Promis? Promis, mais je vais vous emmener avec moi bientôt. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, mais c'est des rêves de môme ça. Hein. Franchement, ça doit être. On peut les toucher? Alors non, on les touche pas. Parce qu'ils eux peuvent nous toucher. Ok, mais on les touche pas. On les touche pas. Et puis il n'y en a pas besoin. Bien sûr, la connexion, elle est là, quoi. Elle est là. Très clairement. Et tous ceux qui viennent avec vous ressentent cette connexion. Ah oui. Mais il faut se dire aussi qu'on n'est pas en face de 5 dauphins. On est souvent dans des bancs de 150 dauphins, 3 heures par jour. Donc il y a vraiment, on a le temps de s'immerger et de s'imprégner de ce contact-là. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Je vais arrêter là parce que sinon on pourrait partir pendant des heures. Vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe des rencontres et on se retrouve très vite pour d'autres invités aussi inspirants que Gilles Delieuse. Salut.